Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'actualité nous pousse à venir à l'archevêché de Kinshasa parce que l'Église catholique de Kinshasa a un nouvel archevêque depuis le 1er novembre dernier. Il s'agit de Monseigneur Fridolin Ambongo qu'on ne présente plus. C'est donc lui notre invité et c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Monsieur Fridolin, Monseigneur Fridolin Ambongo, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir. Nos félicitations parce que c'est une promotion et ça en vaut la peine d'être célébré. Bon, on peut appeler ça comme ça si vous voulez, mais pour nous, c'est un service auquel nous sommes appelés. Quels sont vos sentiments, vous, après votre confirmation? Le sentiment qui m'habite, c'est d'abord un sentiment de gratitude au Seigneur. Lui qui n'a jamais cessé de me faire confiance, malgré mes limites, malgré mes faiblesses humaines. Mais c'est aussi un sentiment de gratitude vis-à-vis de tous ceux par qui la volonté du Seigneur a été exprimée, le pape, mais aussi son éminence, le cardinal Laurent, avec qui j'ai déjà travaillé depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. La priorité pour l'Église catholique de Kinshasa, selon vous, c'est laquelle? La priorité, c'est faire connaître le nom de Jésus-Christ. Mais alors, le vrai Jésus-Christ de Nazareth, pas le Jésus-Christ qu'on fabrique à la cité, qui est devenu un fonds de commerce, mais le Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver l'humanité et montrer le chemin qui conduit au Père. Donc, mon travail, c'est faire connaître ce Jésus. Est-ce qu'avec la floraison des églises, comme vous le dites, des Jésus fabriqués à la cité, finalement l'Église catholique n'est pas en perte de vitesse? Est-ce que vous ne ressentez pas le coup, vos fidèles du coup, qui partent? Pourquoi partent-ils et ils sont à la recherche de quoi, selon vous? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Église catholique de la RDC et notamment de Kinshasa? Mais le premier constat, c'est que tous ces gens sont en quête d'un salut immédiat. Parce que la situation, vous connaissez, la situation socio-économique est tellement dure que pour beaucoup, ils n'hésitent pas à tomber entre les mains de premiers charlatans qui arrivent et qui leur promet un salut immédiat. Or, le salut apporté par Jésus-Christ, c'est un salut qui passe par la croix. Ça signifie, si tu veux vivre bien, si tu veux vivre digne demain, tu dois accepter de prendre ta croix aujourd'hui, t'engager, t'impliquer. Est-ce que l'Église ne porte pas la responsabilité dans le fait que ses fidèles aillent chercher ailleurs? Est-ce que ce n'est pas une méthodologie qui vous manque pour essayer de maîtriser, de maintenir les fidèles qui vont chercher du coup sur coup? D'un côté, on peut dire ça, parce que nous avons toujours à nous remettre en question. Mais n'exagérons pas. Ça fait partie de l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a toujours eu des phénomènes qu'on a appelés au cours de l'histoire des hérésies. On utilisait le mot hérésie, aujourd'hui on n'utilise plus. Mais la vérité, la réalité est la même. Il y a eu toujours de nouvelles églises qui naissent, qui prétendent enseigner la vérité, mais la vraie vérité, c'est que toutes ces églises ont disparu au cours des 2000 ans et l'Église catholique est toujours là. L'Église catholique, on ne va pas se le cacher, c'est à travers le monde, beaucoup de scandales autour de l'Église catholique. Est-ce que ça ne perd pas l'essence de l'Église et ça ne dénature pas la mission des prêtres? Mais je ne sais pas, vous faites allusion à quel type de scandale? Pédophilie, on a vu des pasteurs de l'Église catholique accusés, et peut-être à raison, parfois à tort. Est-ce que ça ne touche pas la sensibilité même de l'Église? D'un côté, nous sommes très conscients qu'il y a eu des cas où certains ecclésiastiques ont été accusés ou ont été reconnus coupables d'actes de pédophilie. Et on en a trop parlé sur le média, c'est vrai. Nous regrettons ça, qu'un ecclésiastique qui est un homme, qui doit indiquer le chemin, qui doit aimer les enfants, puisse se rendre
coupable d'un acte aussi odieux. Mais d'autre part, nous regrettons cette façon de présenter les cas de pédophilie lorsqu'il s'agit de l'Église catholique. Nous avons des preuves qu'il y a une idéologie derrière cette façon de présenter les cas de pédophilie pour détruire l'Église. Il ne faut pas seulement partir du principe que tout le monde est d'accord ou tout le monde aime l'Église catholique. Tout le monde n'aime pas Jésus-Christ. D'après les statistiques à notre disposition sur la réalité de pédophilie, les cas le plus constatés de pédophilie, ça se passe non pas dans l'Église, non pas avec des ecclésiastiques, mais plutôt dans des familles. Et ça, personne n'en parle. Et c'est scandaleux. Aujourd'hui, je reviens à vous, je reviens à l'Église catholique de Kinshasa. Vous remplacez celui qu'on appelle le très influent cardinal Monsengo. Est-ce qu'on a tort de dire très influent cardinal Monsengo? Ben, ça, c'est l'évidence. C'est un homme public et depuis qu'il a été évêque, nous connaissons son parcours. C'est un homme public qui a beaucoup fait pour l'Église du Congo et qui a beaucoup fait pour notre pays. Quand on remplace un homme très influent comme le cardinal Monsengo, comment on doit se comporter, comment on doit faire pour l'égaler ou sinon le dépasser dans sa façon d'agir? Moi, je ne cherche pas ni à l'égaler, ni à le dépasser. Je considère que la mission du cardinal Monsengo, c'était la même mission que Jésus-Christ donne à tous les apôtres. Il a reçu cette mission des apôtres qui ont transmis à leurs successeurs et aujourd'hui, je suis le successeur du cardinal Laurent. En d'autres termes, je suis le successeur des apôtres. Donc la mission que je dois continuer, ce n'est pas la mission du cardinal Laurent, mais la mission que les apôtres ont reçue de Jésus-Christ, c'est-à-dire apporter le salut aux hommes, mais alors à tous les hommes, sans distinction. Vous êtes nommé archevêque dans une période assez cruciale pour la République démocratique du Congo, à la veille des élections générales prévues le 23 décembre. On sait que les Congolais attendent beaucoup de l'Église catholique. Quel sera le niveau d'intervention de l'Église que vous allez présider à Kinshasa sur notamment la marche politique de notre pays? Mais la première chose, c'est que notre position à nous, comme Église catholique, est connue depuis l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous nous sommes impliqués, mais alors à fond, pour que la classe politique congolaise puisse s'entendre. Et effectivement, nous avons obtenu l'accord de la Saint-Sylvestre. Notre combat, notre travail aujourd'hui, c'est de nous assurer que cet accord est effectivement mis en application, notamment à travers l'organisation des élections libres et transparentes. Étape par étape, quel est à ce jour le niveau d'évaluation que vous faites de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre? Nous estimons qu'il y a eu beaucoup de ratés chemin faisant. Mais l'objectif principal pour nous, pour le moment, c'est d'abord la tenue des élections. Il faut qu'il y ait une alternance démocratique au Congo pour la première fois. Et puis le reste, on verra. Quand vous parlez des ratés, vous parlez du volet décrispation? Le volet décrispation, le volet libéralisation de médias, le volet liberté de manifestation pour le peuple. Vous avez vu comment les manifestations ont été réprimées. Et tout ça, c'est contraire à l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église continue à regretter le fait que certains Congolais n'ont pas pu se présenter pour des élections prévues, notamment le cas Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba? C'est regrettable. On aurait dû donner la chance à tous ceux qui en avaient la possibilité ou tous ceux qui voulaient et qui remplissaient les conditions de se présenter. Mais exclure des grands candidats comme ça a été fait, ça ne facilite pas
la communion nationale entre le fils et les filles du Congo. Vous insistez sur la tenue des élections le 23 décembre, l'accompagnement de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, autour de ce processus électoral, est de nature à favoriser un climat apaisé pour des élections qui n'appelleront pas contestation? C'est une inquiétude de notre part. L'Église est inquiète, étant donné que la classe politique n'arrive pas à s'entendre, à trouver un consensus autour de l'utilisation de la machine à voter. Évidemment, ça nous préoccupe. Parce que notre souhait, c'est que la classe politique puisse trouver un consensus autour de cette question et qu'on puisse aller aux élections dans un esprit apaisé. Quelle est la position de l'Église sur cette machine? L'Église catholique a toujours dit qu'elle n'a aucune compétence pour se prononcer sur la fiabilité de la machine à voter. Mais elle a toujours invité la majorité et l'opposition à s'entendre autour de la question de la machine à voter. Un travail a été fait. Je crois qu'il y a déjà une base d'échange. C'est le travail qui a été fait par Westminster Foundation for Democracy, qui est venu de Londres. Et à l'issue de ce travail, 15 observations ont été remises à la CENI. Toute la question, est-ce que la CENI les a prises en considération? Mais moi j'estime qu'en partant de ces observations, les uns et les autres pourraient se mettre autour d'une table et trouver un compromis autour de la question de la machine à voter. Mais si vous suivez bien le débat politique, ça veut dire que l'opposition et la majorité ne s'entendront pas. Une grande partie de l'opposition, certains candidats même, président de la République, qui refusent carrément l'utilisation de cette machine à voter. Et vous, en tant que médiateur de discussion, la négociation de la SENCO, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat de mésentente entre les acteurs politiques? C'est regrettable parce que la politique, en fait, c'est quoi? C'est l'art du compromis. Je viens avec ma position, tu viens avec ta position, nous devons essayer de nous retrouver au milieu. C'est ça la politique. Mais le constat, c'est que chez nous, nos politiciens ont tendance à s'enfermer dans des positions extrémistes. Il n'y a personne qui ose faire un pas, aller vers les autres, ce qui rend tout compromis, tout consensus politique impossible. Et dans ce sens, le médiateur n'a pas un rôle à jouer? Mais le médiateur est là, il faut encore qu'on l'écoute. Parce que le médiateur n'a pas de policier pour imposer des choses. L'unique instrument à la disposition du médiateur, c'est quoi? La force de persuasion. Mais si les gens ne veulent pas sortir de leur positionnement de base, le médiateur ne peut pas faire grand-chose. Vous avez tenté d'approcher l'opposition, par exemple? Nous sommes en dialogue avec tout le monde. Aujourd'hui, le comité laïque catholique entrevoit des activités, disons des marches pour exiger le retrait de la machine à voter. Est-ce que l'Église catholique de la RDC, de Kinshasa, soutiendra ces actions du CLC? Je n'ai pas entendu que le CLC organise des marches dans ce sens-là, parce que le CLC a toujours été en phase avec la position de l'épiscopat. Or, la position de l'épiscopat jusqu'à maintenant, l'épiscopat n'a pas dit qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas la machine. L'épiscopat dit, vous les politiciens, asseyez-vous autour d'une table et trouvez un consensus autour de cette question. Et le CLC ne peut qu'aller dans cette optique de l'Église catholique. Le CLC attendra finalement de prendre langue avec l'Église catholique pour lever l'option? Mais le CLC, ce sont les fils et les filles de l'Église catholique. Ils connaissent cette position. Si aujourd'hui il y avait des manifestations, ça veut dire aller à l'encontre sans la bénédiction de l'Église? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des actions, des manifestations que peuvent organiser la classe politique de l'opposition.
et l'opposition a le droit de s'exprimer comme elle veut. Ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Lorsqu'il s'agit de l'Église catholique, si on veut agir au nom de l'Église catholique, mais il faut rester en phase avec l'enseignement et les directives de l'épiscopat congolais. Une information affûtée à la presse disant que le CLC avait été saisi pour surseoir toutes les activités à l'Église au sujet des activités politiques, notamment qui cadrent avec les élections et l'utilisation de la machine à voter. Moi, je crois que la question de la machine à voter ne doit pas être au centre de l'action du CLC, parce que la machine à voter n'est qu'un instrument, un outil pour accéder aux élections. La finalité, l'objectif, ce n'est pas la machine à voter. L'objectif, c'est quoi? Les élections. Et le CLC, je crois, travaille dans cette optique-là. S'il y a des questions autour de l'utilisation de la machine qui risquent de bloquer les élections, je crois que le CLC a le devoir de reconsidérer sa position. Il ne faudrait pas que le moyen qu'on utilise puisse occulter l'objectif principal, qui est l'alternance démocratique au Congo. Que l'Église catholique va accompagner la CENI dans la mission d'observation des élections. Nous avons un programme costaud d'observation électorale. Nous y travaillons déjà depuis presque 2 ans. Nous avons formé nos observateurs et nous avons l'ambition de déployer sur le terrain 40 000 observateurs. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église catholique, beaucoup pensent que c'est une église très politisée, alors que la mission d'abord c'est d'enseigner la parole. C'est la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi cette politique vous colle à la peau, vous en tant que clergé? Moi je crois que ceux qui le disent, ils ont tort. Parce que l'Église, depuis toujours, depuis Jésus-Christ, on a accusé de Jésus-Christ, on a accusé Jésus-Christ de faire la politique. Et si je peux vous poser la question, quels sont les motifs de condamnation de Jésus-Christ? La question qui traverse l'humanité depuis le début, et vous allez voir dedans, il y a des motifs religieux et il y a des motifs politiques pour lesquels Jésus-Christ était mort. C'est dire, tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas travailler pour le salut intégral de l'humanité sans être taxé de tout le mot. Ça, nous ne pouvons pas échapper à ça. Mais je crois que l'Église n'a pas à surestimer ces étiquettes qu'on lui colle. L'Église s'occupe de l'homme. Or, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est à la fois politique, parce qu'il vit dans une cité. Et ce qui se passe dans cette cité ne peut pas le laisser indifférent. Il est aussi économique, parce qu'il utilise des moyens pour survivre. Mais il est aussi socio-culturel. Il faut l'éduquer, il faut soigner son corps, la santé, etc. Mais il est aussi spirituel. Ce qui nous surprend avec ces étiquettes qu'on colle à l'Église catholique, que l'Église est politisée, mais pourquoi on ne nous accuse pas de nous mêler de l'éducation? Pourquoi on ne nous accuse pas? Pourquoi on ne nous accuse pas de nous mêler de la santé? Parce que nous avons aussi des hôpitaux, nous avons des centres de santé. Pourquoi seulement le domaine politique, ça fait problème? Moi, je crois que c'est un mauvais procès. Et ceux qui le font, ceux qui nous accusent aujourd'hui, demain, quand la situation va basculer, et ils vont se trouver de l'autre côté, mais ils viendront chez nous. Et ça a toujours été le rôle de l'Église. Quels sont vos rapports, Monseigneur Ambongo, avec le président de la République, Joseph Kabila? Je n'ai pas un rapport particulier avec lui. Quand il y a besoin, dans le cadre de la SENCO, nous l'avons toujours rencontré. Et deux fois, quand lui, il a senti le besoin d'échanger avec nous,
il nous a appelés, mais quand nous sommes ensemble, on échange très très bien, on a un bon rapport. Quand on vous annonce nouvel archevêque de Kinshasa, on a lu dans la presse, on a suivi des interventions de certains Congolais à travers les médias. On dit de vous le plus coriace, plus que Mosengo. Ça veut dire que lui, il viendra, il n'accorde pas, il ne fait pas des cadeaux. On vous traite de très très politique, plus que même le cardinal Mosengo. Est-ce que c'est vrai ce tableau qu'on peint de vous? Moi, je souhaiterais que vous fassiez votre propre évaluation et que vous en parliez le moment venu. Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis coriace ou faible, ou pas assez politisé ou trop politisé. C'est à vous d'évaluer, de juger. Monseigneur Ambongo, on va terminer cet entretien. Et si demain, les hommes politiques décidaient de s'entendre, est-ce que l'Église jouera encore une autre médiation? On est dans l'hypothèse, dans la supposition. Nous travaillons pour que notre pays aille mieux. Et nous exhortons les uns et les autres, chacun à son niveau, à prendre sa responsabilité en main. Et si par miracle, la classe politique du Congo faisait ses pas qualitatifs, mais l'Église ne pourrait qu'applaudir. Nous continuons à les exhorter à tendre l'oreille et à écouter la souffrance du peuple. Parlons de l'opposition, qu'est-ce qui est le plus regrettable pour vous de voir que cette opposition qui a manifesté une unité au sein du dialogue de la SENCO entre elles, aujourd'hui sont très déchirées pour la question de la candidature commune? Je n'ai pas l'impression que l'opposition est très déchirée autour de la question de candidature unique. Tous les ténors de l'opposition, du moins tels que je les ai entendus, tous disent « nous allons présenter un candidat commun ». C'est tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a eu déchirure? Ça, je ne suis pas au courant. Du point de vue de leurs partisans, vous sentez, c'est tout à fait... Ce n'est que normal parce que chaque parti, tout en confessant qu'il nous faut un candidat, chaque parti espère que ce candidat-là sera le sien. Ce n'est que normal. Vous, ce candidat, pour vous, devait être comment? Lequel? Quel profil pour le candidat commun de l'opposition? Mais les candidats communs, tout comme les candidats qui viendra de la majorité, doit être... qui est déjà connu, mais il doit être un homme qui a l'amour du pays, un homme qui a un cœur, qui est sensible à la souffrance des Congolais et des Congolaises et qui s'engage à donner le meilleur de lui-même pour tirer le peuple congolais de la situation ridicule qu'il est en train de vivre aujourd'hui alors qu'il ne le mérite pas. Est-ce que la CENI aujourd'hui, avant la date du 23, a votre soutien? Notre soutien à la CENI s'exprime en termes de collaboration. À travers notre commission Justice et Paix, nous sommes en contact avec la CENI. Mais utiliser le mot soutien, est-ce que nous soutenons la CENI? Moi, je n'oserais pas utiliser cette expression parce qu'on n'attend pas de nous que nous soutenions la CENI. La CENI, c'est une structure étatique reconnue qui n'a pas besoin de notre soutien. Est-ce que vous l'accompagnez? Nous sommes en dialogue avec la CENI dans ce sens que la CENI doit rester neutre, comme son nom le dit. Donc nous continuons à exhorter les animateurs de la CENI à tenir à ces qualificatifs-là. Jusque-là, la CENI est dans le banc national, indépendante? Il n'appartient pas à moi de porter un jugement sur le travail de la CENI. Je crois que le peuple congolais est témoin. Mais le plus important pour nous, c'est ce qui va se passer d'ici le 23 décembre. Je crois que c'est à l'issue des élections qui pointent à l'horizon que l'histoire pourra porter un jugement
sur l'action de la CENI d'aujourd'hui. Le faire aujourd'hui serait trop tôt. Merci beaucoup, Monseigneur Ambongo, de nous avoir accordé cette interview. On a terminé. Après l'archevêché, vous êtes à 2 pas. Qu'est-ce qui vous fait encore... C'est quoi la prochaine étape? Il n'y a pas d'étape. Je suis nommé archevêque métropolitain de Kinshasa et c'est tout. Il n'y a pas d'autre étape après. Avec le droit de succession. Il n'y a plus de droit de succession. La succession a déjà eu lieu. Peut-être que cardinal demain? Là, il faut poser la question au Saint-Père, le pape François de Rome. Lui seul décide de ces choses-là. Peut-être vous êtes dans le secret du pape, je ne sais pas. Comment puis-je être dans le secret du pape? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je sais seulement que je suis nommé à Kinshasa comme archevêque métropolitain, pas comme cardinal. Merci beaucoup. Merci. Pour tirer le peuple congolais de la situation ridicule qu'il est en train de vivre aujourd'hui, alors qu'il ne le mérite pas. Est-ce que la CENI, aujourd'hui, avant la date du 23, a votre soutien? Notre soutien à la CENI s'exprime en termes de collaboration. À travers notre commission Justice et Paix, nous sommes en contact. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information à Actu 30. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres de votre journal. L'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo est désormais connue. Elle est composée de 500 membres répartis dans 48 cellules. Les membres de l'équipe de campagne de Ramazani Chadari ont été présentés ce samedi 3 novembre 2018 au chapiteau de Pullman Hotel. Invité du journal, le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, dans une interview exclusive accordée à Actu 30, il évoque ses rapports avec les autorités politiques congolaises, ce que sera sa mission en tant qu'archevêque de Kinshasa. Il commente aussi le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue à tous et à chacun. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo est désormais connue. C'est une équipe de 500 membres, des membres issus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, répartis dans 48 cellules différentes. Chacune des cellules sera présidée ou dirigée par un coordonnateur, assisté d'un rapporteur adjoint, ainsi que des membres qui varient entre 15 et 20. Suivez ce condensé. Raïs, 100% et sûr. C'est un événement solennel et capital pour le camp de la majorité présidentielle. Le chapiteau de Pullman Hotel, plein comme un œuf. Tous habillés en blanc, ils sont venus assister à la présentation de l'équipe de campagne du candidat du FCC Emmanuel Ramazani Chadari. Selon Néhémie Mouilania, directeur de cabinet du chef de l'État et coordonnateur de la cellule chargée des questions juridiques, la composition de l'équipe de campagne du FCC prend en compte les 26 provinces, les structures de la société civile, les partis politiques et les communautés des bases. On note par exemple que Lambert Mende est nommé coordonnateur de la cellule chargée de la communication, Henri Mouva, coordonnateur de la cellule chargée de la décentralisation et sécurisation des candidats, Bienvenue Liota est nommé chargé de la cellule des réseaux sociaux, Évariste Bouchab va coordonner la cellule chargée du candidat commun du Front commun pour le Congo, Gaston Moussemena est nommé coordonnateur de la cellule chargée des milieux scolaires. Le député Zoé Kabila va lui s'occuper de la cellule chargée de la jeunesse. Et la députée nationale Jeannette Kabila siégera comme rapporteur dans la commission chargée des finances. L'évêque Pascal Moukouna, membre de la cellule chargée des confessions religieuses. André Kimbuta est nommé coordonnateur de la cellule chargée des artistes avec comme entre autres membres Werason, Essobe, Barbara Kanam ou encore Tchalamwana. Raphaël Katebe Katoto est membre de la cellule chargée des hommes d'affaires. Maître Aimé Kilolo pilotera la cellule du collectif des porte-paroles du candidat du FCC.
Emmanuel Ramazani Shadari n'a laissé aucune catégorie de la population congolaise. Au nombre des cellules, il y a entre autres la cellule des cambistes, la cellule des Wewa, la cellule des personnes avec handicap ou encore la cellule des femmes. C'est une organisation qui va finalement mettre en place une stratégie forte pour la victoire du candidat du FCC aux élections présidentielles prévues le 23 décembre prochain par la CENI. C'est donc le go qui est donné par le camp présidentiel pour la campagne électorale. C'est ce qu'ont dit les membres de l'équipe de campagne de Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo. Je vous propose ici de les écouter au micro de Actu 30. Tout le monde devait entrer dans l'arche de Noé pour être sauvé. Alors, malheur à ceux qui ne prennent pas place à bord de cette arche-là. Et l'explication est simple. Je le dis, je le redis toujours, le FCC n'a qu'une seule vocation, travailler pour le peuple. Voter pour Ramazani Shadari, ils vont simplement voter pour le Congo. Membre de l'équipe de campagne, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? C'est le travail et les résultats. La victoire au 23 décembre 2018 d'Emmanuel Ramazani Shadari. Le FCC a voulu lancer un signal fort à la population aujourd'hui que le front est prêt pour les élections. Vous savez, une élection, c'est une organisation. Je suis sûr que les gens demain vont crier à la fraude, mais ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le FCC vous a montré son équipe de campagne qui est une équipe très très solide et je suis confiant avec cette équipe-là, on ne peut que remporter les élections. Avoir la présentation de cette équipe, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. La victoire du FCC est bien claire. Il faut être sorcier de la dernière sorcellerie pour ne pas imaginer que c'est le FCC qui prendra le pouvoir. Et l'argument détail, c'est quoi? Nous sommes du camp du peuple parce que le FCC est accueilli comme à manger par le peuple. Je remercie d'abord le candidat Emmanuel Ramazani Shadari pour le choix qu'il a posé à mon modeste personne d'être comme membre de son équipe de campagne. Donc nous sommes là pour sa victoire. Vous êtes de quelle cellule? Je suis là pour coordonner toutes les provinces, les campagnes de toutes les provinces. Qu'est-ce que vous lui assurez? C'est la victoire, on lui assure la victoire. La victoire est écrasante.